Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une entreprise qui est juste exceptionnelle, une de mes entreprises préférées. Restez bien accrochés, restez attentifs tout au long de cette vidéo. On va parler de choses très intéressantes. On va parler d'arnaque au gouvernement américain, on va parler de monopole, on va parler de croissance par acquisition, de croissance organique. Voilà, on va parler de plein de choses intéressantes. Donc voilà, restez bien attentifs jusqu'au bout de la vidéo. Transdigm, donc tout simplement, c'est une entreprise qui va fabriquer et distribuer des pièces détachées pour l'aéronautique. Je vais vous montrer plus ou moins le type de pièces qu'ils produisent. Voilà, juste ici, donc là je suis sur la présentation aux analystes. Tout simplement, donc voilà, ils vont fabriquer et produire plein de pièces pour les avions. Vous avez par exemple ici voilà, le volant d'un Boeing, vous avez des valves, des connecteurs, des pompes, plein d'éléments différents. C'est des éléments donc qui sont en général, qui ont en général une forte valeur ajoutée et donc des marges importantes. Au niveau de la segmentation des clients et des ventes, vous avez trois types de clients. Vous avez la défense, donc forcément c'est les avions de combat, donc principalement les gouvernements. Vous avez ensuite la partie commerciale OEM, donc en gros c'est pour la construction de nouveaux avions. Et ensuite la partie commerciale aftermarket, donc en gros l'après-marché. Donc ça c'est pour remplacer les pièces pour les avions déjà existants. Il précise également que le plus rentable, c'est bien évidemment l'aftermarket et non l'OEM. Et donc, c'est sur ce segment-là que l'entreprise se concentre. De plus, comme vous pouvez le voir, vous voyez ici que pour le segment de l'OEM, en fait, vous avez déjà une rentabilité qui est beaucoup plus faible. Et en plus de ça, un cycle qui est beaucoup plus court puisqu'il dure environ 35 ans, alors que le cycle de l'aftermarket, lui, dure environ voilà, une cinquantaine d'années et il est beaucoup plus rentable. Le secteur de l'aftermarket pour les avions en fait, est attendu en forte croissance. Je vais vous mettre juste ici les perspectives de croissance de 2024 à 2032. Donc selon Fortune Business Insight, on s'attend voilà, à une croissance de 8,5% par an. Donc c'est quand même assez important hein. Voilà, sur les 8 prochaines années. Alors plus ou moins entre voilà, 6 et 10% environ, hein. C'est une fourchette. Ça c'est tiré par quoi? Principalement par voilà, l'augmentation du trafic aérien, l'augmentation de la rémunération par passager et après également par les nouveaux avions qui demandent de plus en plus de pièces et le prix de ces pièces est en augmentation lui aussi. Et là où Transdigm est une entreprise qui est complètement différente des autres, c'est qu'en fait, tout simplement, 75% des ventes de Transdigm sont réalisées en monopole. C'est-à-dire que sur 65%, 75%, les trois quarts des segments où sont présents Transdigm, ils sont les seuls fournisseurs. Donc voilà, forcément, ça leur permet d'augmenter les prix à des niveaux complètement aberrants. En plus de ça, ce monopole-là, il est soutenu en fait par la réglementation, c'est-à-dire la Federal Aviation. La FAA, donc c'est l'autorité de l'aviation américaine, et pour qu'une pièce en fait soit commercialisée et soit vendue aux avionneurs ou peu importe, il faut qu'elle soit certifiée par une des deux agences aéronautiques, que ce soit l'agence européenne ou l'agence américaine. Au moins une des deux, voire deux. Donc en fait, cette régulation-là, elle constitue un énorme avantage concurrentiel et c'est ce qui fait que finalement, vous avez 75% du business qui est en monopole. Donc voilà, c'est vraiment complètement fou. Et en plus de ça, donc voilà, sur ce marché-là, vous avez donc, on l'a dit, de la croissance, un monopole. Et en plus de ça, vous avez une part de marché qui est en fait ridicule puisque vous avez seulement 3% de part de marché sur voilà, la partie aftermarket. Donc il y a énormément de gains et de potentiel sur ce segment-là. Et donc également, en fait, vous en doutez, si vous êtes en monopole, vous avez des marges qui sont complètement folles. Donc voilà, ici vous avez sur l'exercice 2024, on est voilà, en valeur anticipée. L'entreprise estime qu'on aura 52% de marge d'EBITDA. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, sur une entreprise comme ça qui fait de la manufacture, de la production et de la distribution, 52% de marge d'EBITDA, c'est complètement fou. Une entreprise à peu près voilà, dans ce style-là, une entreprise de manufacture bien gérée avec un business très rentable, en général, on est autour de 25% de marge d'EBITDA, donc là on est à 52. C'est les marges d'EBITDA qu'on retrouve dans les entreprises de services et les entreprises les plus qualitatives, hein. On parle de Microsoft, Apple, etc. Donc voilà, c'est juste exceptionnel le niveau de marge et c'est là que vous vous rendez compte donc à quel point en fait le monopole permet d'augmenter les prix et de créer de la valeur. Deuxièmement, ce que je voulais vous montrer, c'est également ça. On va regarder ensemble en fait un des gros soucis de Transdigm, en fait, c'est les augmentations de prix qui sont complètement abusives, et notamment pour le gouvernement américain, puisque, on le rappelle, le gouvernement américain, à travers son armée, est cliente de Transdigm. Donc vous voyez ici,
ça, c'est certaines des pièces de Transdigm pardon, qui ont été vendues au gouvernement américain. En vert, vous avez le prix qu'a coûté, enfin le coût de la pièce pour Transdigm, et en bleu, son prix de vente. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de bleu. En gros, tout simplement, voilà, hein, sur chacune de ces pièces, on a des marges opérationnelles de plus de 85%. Pour celle-ci, la première, on est à peu près à 86% de marge. La seconde, on est autour des 86% également. Voilà, en fait, ça fluctue entre 98% et 85% de marge. Donc c'est complètement fou, hein. Vous voyez à quel point ils sont capables de charger en frais les clients, tout simplement pourquoi? Parce que, on le rappelle, ils sont en monopole. Voilà. Donc le monopole permet voilà, d'énormément augmenter les prix de vente. Maintenant, il y a eu plusieurs plaintes. En plus de ça, il y a eu Doge, donc le département de l'efficience qui a été créé par Elon Musk et Trump, et qui vont potentiellement voilà, demander des réductions de coûts, puisque d'ailleurs Trump avait déjà fait un tweet hein, là-dessus, a dit que c'était complètement énorme le prix de certains avions qui en sont forcément boostés par les prix des pièces également, ça a un impact. Donc voilà, il y a quand même un risque là-dessus, c'est le risque réglementaire. C'est d'ailleurs un des seuls risques, on va le voir dans la vidéo, c'est un des seuls risques. Maintenant, on peut relativiser. Pourquoi? Puisque, je vais vous le montrer en fait, déjà premièrement, les ventes les ventes au département de la défense américain voilà, sont de seulement 6,5%. Et en plus de ça, en fait, parmi ces 6,5%, il n'y en a que un quart, donc en gros 1,3% des ventes totales au gouvernement américain qui ne sont pas sujettes en fait à aucune compétition et aucune analyse des coûts. C'est-à-dire qu'en fait, sur la grande partie des ventes au gouvernement, il y a une analyse des coûts, il y a des concurrents, donc le gouvernement américain peut choisir d'autres pièces. Mais finalement, voilà, il n'y a qu'une petite portion où, en fait, ils ont réalisé ces bénéfices-là qui sont complètement démesurés. Donc, en gros, sur ces 1,3% de chiffre d'affaires, ils font quasiment 100% de marge. Donc, on va dire à peu près 2,5% de bénéfices. Donc voilà, en fait, vous risquez, avec la régulation Doge, Trump au pouvoir, vous risquez quasiment seulement une baisse de 2,5% du bénéfice net, puisque ça représente en fait voilà, les dépenses du gouvernement américain qui ne peuvent pas être modifiées. Donc en fait, vous voyez que ce risque de régulation-là, il n'est pas si énorme que ça et il représente au final qu'une faible partie de l'entreprise. Donc voilà, pas trop de soucis là-dessus. Deuxièmement, concernant donc la croissance, on l'a vu, hein, il y a quand même beaucoup de croissance au niveau du secteur attendu. Mais en plus de ça, l'entreprise en fait est devenue reine dans l'exercice des acquisitions et de l'intégration. Donc en gros, le business de Transdigm, c'est quoi? C'est de faire la croissance organique et ensuite de faire des acquisitions ciblées donc d'entreprises de niche qui ne produisent, qui sont en monopole tout simplement, qui sont les seuls vendeurs sur leur secteur. Et ensuite, ces entreprises-là, ils font monter leurs marges, ils les intègrent à l'entreprise, ce qui fait globalement augmenter les marges et il y a de la croissance. Donc voilà, ça c'est le business de Transdigm. Malheureusement, ça se fait avec un levier de financier assez élevé, hein. On est à environ voilà, 5-6 fois en moyenne la dette nette sur l'EBITDA. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est aussi l'endettement, que les acquisitions ne se fassent pas à n'importe quel prix et en s'endettant le plus possible. Et ensuite, voilà, concernant donc la croissance, donc voilà, ici, vous avez principalement de la croissance tout simplement parce que vous avez la croissance du secteur et ensuite l'augmentation des prix. Et ensuite, voilà, vous avez les acquisitions et le leverage, donc c'est-à-dire l'augmentation des marges des entreprises qui ont été acquises. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse partie de croissance organique et que donc même si Transdigm arrête de faire des acquisitions, vous aurez quand même de la croissance organique. En parlant de croissance, tout ça, donc voilà, on va se mettre sur TradingView au moins pour vous montrer le bilan financier et ensuite on va se mettre sur GuruFocus pour voir les principaux ratios financiers. Donc la dette nette elle est d'environ 19 milliards alors que au niveau des free cash flow on est à 1,88 milliard. Donc en gros la dette nette équivaut à 10 années de free cash flow, donc c'est quand même assez énorme, hein. Et au niveau de l'EBITDA on est à peu près à 5 années d'EBITDA sur dette nette. Donc là aussi, c'est quand même assez important, hein. Et ce qu'il faut surtout regarder, en fait, c'est que les intérêts financiers, donc les intérêts ici, hein, sur l'année 2024, ils sont de 1,34 milliard, alors que lui, le bénéfice opérationnel, il est que de seulement 3,62. Donc en fait, les charges d'intérêt sur la dette représentent environ 30% du bénéfice d'exploitation. Donc c'est quand même assez énorme. En général, on vise des entreprises dont les charges d'intérêt représentent 10%, voire moins du bénéfice d'exploitation. Là, on est à quasiment 30%, 35% même. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et en fait, c'est avec la réglementation un des seuls soucis de Transdigm. D'autant plus que
malgré leur niveau de dette assez important, ils se permettent en fait de verser des dividendes exceptionnels. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va fermer ça. Les dividendes exceptionnels, voilà, en fait, par exemple, en 2019, on a eu 1,71 milliard de dividendes, c'est-à-dire en gros 2 fois le free cash flow annuel. Pareil en 2020. En 2022, c'est pareil. À chaque fois, on a versé plus de dividendes exceptionnels que de free cash flow. Donc voilà, ça c'est en fait un gros problème. D'autant plus que l'entreprise fait quand même énormément d'acquisitions à côté. Donc voilà, le souci, c'est la gestion du capital. Trop de dettes pour au final verser des dividendes, pardon. Surtout que au niveau de la valorisation, je vais vous montrer ça également. Là, sur le ratio prix sur cash flow, enfin prix sur free cash flow, on est à peu près à 40. Vous voyez que d'ailleurs, en fait, c'est plus ou moins la valeur médiane sur les 5 dernières années. On est autour des 38-39. C'est quand même assez élevé pour verser des dividendes exceptionnels. Donc voilà, ça c'est un des points importants à souligner sur Transdigm. Concernant les marges de Transdigm, on a une marge brute de 58% et une marge opérationnelle de 45%. Donc vous voyez, c'est tout simplement énorme, c'est bien supérieur à l'industrie et c'est supérieur également à la moyenne du groupe. C'est-à-dire que année après année, ils vont réussir à améliorer leur marge tout simplement. Donc voilà. Au niveau du ROCE, on est également à 18%. C'est quand même assez impressionnant, hein. Surtout que c'est une entreprise qui va faire des acquisitions. Donc vous avez un goodwill, c'est-à-dire l'écart en fait entre le prix que vous payez pour acquérir l'entreprise et sa valeur d'entreprise. Et en fait, cet écart-là, il est symbolisé en fait par la qualité de l'entreprise, c'est-à-dire que vous allez payer plus pour accéder à son portefeuille de clients, ses brevets, son actif qui sont en général considérés qualitatifs si vous payez une prime. Et donc là, c'est le cas en fait avec Transdigm. Je vais vous montrer juste pour vous montrer à quel point le goodwill est important. En fait, sur un actif de 25 milliards, vous avez un goodwill en fait qui correspond à 40% de l'actif. Donc, c'est juste monstrueux. Et en fait, si on enlève ce goodwill là, vous obtenez un ROCE qui est démentiel et qui est bien supérieur à ça. Et en fait, c'est ça aussi la force de Transdigm, c'est des retours sur capitaux employés qui sont très très importants. Au niveau de la croissance, donc là je vous ai mis sur Morning, en fait c'est pas compliqué, on a fait x3,5 au niveau du chiffre d'affaires et pareil après le free cash flow par action et le bénéfice par action ont eux aussi explosé. En fait on fait du x4, du x5 sur un espace de 10 ans, donc c'est juste monstrueux. En fait ça vous fait du 15-20% par an. Comme c'était mentionné, d'ailleurs ici en fait sur le rapport aux investisseurs, en fait ils sont en mesure, grâce à 3 leviers, les acquisitions, les augmentations de marge et la croissance organique. Et avec ces 3 leviers-là, ils sont capables de vous délivrer des performances dignes du private equity, mais avec la liquidité des actions cotées en bourse. Donc voilà, c'est complètement démentiel. Maintenant, on va essayer de passer à la valorisation. Est-ce que Transdigm est plutôt bien valorisé à ce prix-là? En fait, c'est assez compliqué à analyser, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce que là on est valorisé à 40 fois les free cash flow, à peu près 50 fois les bénéfices. Voilà, 50 fois les bénéfices. Le problème, c'est que on a eu des années qui sont exceptionnelles, 2022, 2023, 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une disruption au niveau de la chaîne, la supply chain, et donc les entreprises ont favorisé après le renouvellement de leurs appareils. Donc il y a eu une très très forte demande. Maintenant, cette demande, elle va quand même légèrement ralentir. Elle sera toujours en croissance, mais elle va ralentir. Et les niveaux actuels sont quand même toujours dignes, en fait, des années 2021, 2022, 2023, 2024, alors que la croissance risque d'être un peu inférieure. Donc, alors c'est vrai qu'au niveau de la dette, l'entreprise préfère utiliser, voilà, on l'a dit, le ratio dette net sur EBITDA. Mais voilà, même en utilisant ce ratio-là, on est quand même sur des valeurs très très élevées. Donc, il faut quand même faire attention de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai que là, on est au final quand même dans une échelle plutôt moyenne, voire légèrement basse, ce qui peut indiquer que l'entreprise va continuer à faire des acquisitions. Donc, la croissance ne devrait peut-être pas autant ralentir qu'on pourrait l'anticiper, parce que si elle souhaitait par exemple rembourser sa dette, forcément là on aurait une diminution des ventes et un gros ralentissement de la croissance. Mais pour le coup, voilà. Donc les acquisitions devraient continuer sans trop de soucis. Maintenant, c'est vrai que les acquisitions, c'est compliqué de savoir si elles vont être forcément rentables pour Transdigm. Si on se fie à l'historique, on le sait d'avance, elles seront rentables, mais on n'est pas à certitude. Ça veut dire que contrairement à une boîte comme Visa, MSCI, AutoZone qui fait énormément de retours à l'actionnaire, des dividendes et du rachat d'actions, là en fait, le gros de la croissance, ça va être de la croissance organique, donc via des investissements, et de la croissance inorganique via des acquisitions. Et c'est complètement différent à analyser. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez difficile. Bon, forcément, vous me connaissez, je vous ai préparé quand même un DCF, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Comme d'habitude, voilà, je vous ai pris l'entreprise donc
avec un taux de croissance de 12% et une croissance perpétuelle de 4%. C'est un chiffre qui est assez élevé, mais étant donné la croissance du secteur et le gain de part de marché qu'est capable de réaliser l'entreprise, c'est tout à fait concevable. Voilà, ce qui nous donne plus ou moins un chiffre de 688 dollars par action. Donc vous voyez qu'on est quand même bien en dessous actuellement. En fait, il faudrait un drawdown d'environ 45-48% pour arriver à ce chiffre-là. Donc le DCF, il est assez pessimiste forcément. Vous savez que le DCF, en général, il ne pardonne pas aux entreprises de croissance. Et puis en plus de ça, vous avez quand même une dette assez importante. Donc voilà, le DCF, lui, il le prend en compte. Donc ça, c'est le DCF, 688 dollars avec une estimation de 12% de croissance par action. Si maintenant, voilà, on est plus optimiste et qu'on pense que l'entreprise continuera d'afficher du 15%, voilà, ça nous donnerait plutôt une valeur autour des 820 dollars. Et les 820 dollars, il faut savoir que c'était plus ou moins voilà, au niveau du gap ici, le gap qui n'a toujours pas été comblé. Donc pourquoi pas peut-être un retour à ce niveau-là. Le niveau d'ailleurs qui date de novembre, voilà, novembre 2023. Donc on pourrait très bien après redescendre sur ces niveaux-là, d'autant plus que, comme vous le voyez ici, graphiquement, il y a énormément de supports sur lesquels l'entreprise peut aller rebondir. Donc voilà, il faut quand même faire attention, d'autant plus que, comme on l'a dit, Trump n'est pas encore arrivé au pouvoir, pourtant il a déjà parlé du département DOGE, donc le département de l'efficience, qui va essayer de faire des trous dans le budget américain pour réduire le déficit. Et il a déjà parlé de TransDigm. Donc forcément, ça va très très peu impacter les bénéfices, comme on l'a vu qu'il y a une très très faible portion qui est sensible voilà, au département américain. Mais par contre, le cours de l'action, lui, peut forcément voilà, prendre très très cher. Je me mouille pas trop en disant qu'il y aura de la volatilité. Et en fait, c'est principalement ça le risque, c'est que l'entreprise est peut-être trop chèrement valorisée et qu'on peut facilement avoir un re-rating et ensuite une baisse des multiples de valorisation. Donc ça, c'est le point noir de l'entreprise. Il faut être patient, clairement. Voilà, il faut être très patient. Je vais vous montrer, on va pas s'arrêter là, au DCF. Je vais vous montrer également le reverse DCF. Transdigm qui, on le voit ici, s'échange environ voilà, à 31 fois les free cash flow sur les 10 dernières années. Donc, on peut prendre plus ou moins voilà, une valeur terminale de 30 fois les free cash flow dans 10 ans. Ça me paraît tout à fait cohérent. Et vous voyez ici donc que pour faire mieux que le marché lui-même anticipe qu'il faudrait une croissance de 11,8% par an. Enfin voilà, c'est la croissance attendue par le marché. Seulement, il y a de la dilution. Pourquoi ? Puisque Transdigm a une culture de l'alignement des intérêts, c'est-à-dire que pour payer ses managers, plutôt que de payer en cash, elle va essayer de payer en action. Pour payer en action, elle va diluer ses actionnaires, c'est-à-dire qu'elle va qu'elle va émettre des actions et donc ça va diluer les actionnaires. Donc on a en moyenne 1% de dilution par an. C'est-à-dire qu'au final, si on veut ramener la croissance des FCF au FCF par action, on va rajouter cette dilution-là. Et donc au final, le marché en fait anticipe 12,8% donc de croissance par action, ce qui est quand même un chiffre voilà, plutôt exigeant, atteignable mais plutôt exigeant. Donc vous voyez que le marché n'est pas non plus pessimiste sur Transdigm. Hein. Le marché est quand même assez exigeant. Donc ça c'est un point à faire attention, d'autant plus que comme on l'a dit, on est sur des niveaux de valorisation assez élevé sans pour autant qu'on ait une croissance complètement folle comme ça a été le cas durant la reprise après pandémie. Et donc pour en revenir au ratio de valorisation, donc là on est toujours sur le prix sur free cash flow. Moi voilà, ça me paraîtrait quand même plus cohérent de revenir sur des niveaux quand même un peu plus légers, voilà, autour de 30-32 fois les free cash flow qui correspondraient plus ou moins à la période avant la pandémie ou en tout cas avant la forte reprise de la croissance et en fait ce qui me permettrait plus ou moins d'avoir une marge de sécurité. Maintenant c'est vrai que si on compare avec Eico par exemple, son concurrent, Eico est quand même beaucoup mieux valorisé. Hein. Elle est à un prix cash flow de 66 contre 38 pour Transdigm. Donc voilà, ça porte quand même à confusion. Alors pourquoi est-ce qu'elle est mieux valorisée Eico ? Parce qu'elle est plus petite et qu'elle a beaucoup moins de dettes, forcément. Ça joue, mais voilà, en fait c'est que c'est assez compliqué de valoriser Transdigm puisque vous le voyez en fait on est sur des niveaux de valorisation médians. Je vous remets le graphe au niveau du prix cash flow médian sur les 5 dernières années. Mais en fait globalement on est dans la médiane. Si je vous mets également donc sur le ratio de la valeur d'entreprise sur le résultat opérationnel, actuellement on est autour des 25, donc vous voyez qu'on est également dans la moyenne. Donc voilà, en fait c'est quand même assez bizarre d'analyser Transdigm, mais honnêtement je pense que comme on l'a dit, si on retourne à des niveaux de valorisation entre 30 et 32 fois les free cash flow, ce qui ferait en gros une baisse d'environ 20% du prix de l'action. Donc voilà, on aurait plus ou moins une baisse sur des niveaux, alors on a plusieurs niveaux de support, mais voilà, une baisse d'environ 20%, on atteindrait plutôt un prix autour des
980 à 1050 $, donc autour des 1000 $. Et vous voyez donc qu'on a quand même un joli scénario baissier qui peut arriver. Donc le mieux à faire, c'est quand même de rester prudent. Encore une fois, on le rappelle, Trump peut fortement agiter les marchés. Le département de l'efficience peut brandir le fait de vouloir diminuer les prix de Transdigm. Et ça, sur le prix de l'action, ça peut avoir un énorme effet. Donc le mieux à faire, c'est quand même de rester patient sur cette entreprise-là. C'est un dossier magnifique, hein. Il n'y a pas de souci, il y a une croissance énorme à aller chercher, il y a un très très beau potentiel. C'est du monopole sur 75% du business. Mais voilà, malheureusement, on a eu une année 2024 exceptionnelle, hein. Pour rappel, on a fait plus 34% de performance à peu près. Donc voilà, ce serait pas étonnant non plus qu'on baisse, qu'on revienne sur des niveaux de valorisation quand même plus raisonnables, hein. Voilà, il y a encore de nombreux supports à aller chercher. Forcément, Transdigm, vous l'avez vu, c'est une boîte magnifique, mais il y a tellement de choses à dire que pour en faire une vidéo digeste, voilà, je suis obligé de me limiter. Donc forcément, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je serais très content d'y répondre. Mais voilà, Transdigm, c'est tellement complexe comme dossier, il faut réussir à résumer. Voilà, je vous fais de gros bisous, salut!